Une frontière autrefois immobile bascule aujourd'hui dans une accélération inattendue, portée par une hausse d'échanges qui frôle les 300 millions de dollars. Cette progression rapide contraste avec des années de dépendance extérieure, révélant un paradoxe. Moins d'aide, mais plus de puissance économique interne pour le Ghana et le Burkina Faso. Alors que signifie réellement cette bascule pour la région, et pourquoi Ibrahim Traoré en devient-il le repère stratégique? Une fenêtre s'ouvre, brève mais décisive, sur un possible réalignement ouest-africain. La dynamique commerciale entre le Ghana et le Burkina Faso ouvre une promesse rare, transformer un simple corridor en un levier structurant pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce contexte, l'enjeu central devient clair, créer une souveraineté économique durable, une orientation qui redéfinit la manière dont les deux pays conçoivent la valeur, la production et la coopération régionale. Cette promesse repose sur une équation simple. Si les infrastructures, la logistique et les mécanismes douaniers continuent de s'améliorer, alors la région pourra consolider une autonomie longtemps freinée par la dépendance internationale. Mais les risques sont tangibles. Toute fragilité sécuritaire ou tout ralentissement administratif peut étouffer l'élan naissant, inversant une trajectoire encore fragile. Et si le corridor Accra-Ouagadougou devenait pour la première fois un modèle reproductible à l'échelle du Sahel? Cette question, discrète mais décisive, définit la tension stratégique de cette phase. Une opportunité historique, mais suspendue à la capacité des deux États à maintenir leur coordination et à absorber les défis logistiques sans perdre leur avantage. La scène économique entre le Ghana et le Burkina Faso s'est renversée plus vite qu'anticipé. En 2024, les échanges ont franchi le seuil des 300 millions de dollars, marquant une progression qui dépasse les tendances habituelles de la région. Ce bond quantitatif, apparemment modeste à l'échelle mondiale, devient un indicateur majeur d'un basculement interne où l'initiative locale supplante progressivement la dépendance extérieure. Derrière cette dynamique s'installe une recomposition silencieuse. Ce corridor, autrefois simple tracé géographique, s'est mué en espace stratégique où se croisent production agricole, logistique portuaire et transformation industrielle naissante. Le Ghana, fort de ses infrastructures côtières, diffuse ses produits transformés vers un Burkina Faso en quête de valorisation locale, tandis que le Burkina Faso projette vers le sud des matières premières déjà partiellement travaillées. Autrement dit, la chaîne ne se limite plus au transport, elle se tisse désormais autour de la création de valeur interne. Cette reconfiguration s'est nourrie d'un changement de perception collective. Durant plusieurs décennies, le commerce régional restait prisonnier d'une logique d'aide qui imposait un rythme exogène et un horizon incertain. Aujourd'hui, les deux pays cherchent à reprendre l'initiative en redéfinissant leurs priorités, leurs volumes et leurs investissements à partir de leurs propres impératifs. Cette transition ne s'opère pas sans heurts. Infrastructures incomplètes, procédures douanières lentes, nécessité de protéger les axes économiques dans un Sahel encore fragile. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré s'est imposé comme un catalyseur conceptuel. Son discours sur la souveraineté économique ne s'inscrit pas dans une rupture idéologique, mais dans une volonté pragmatique de déplacer le centre de gravité. Moins de dépendance, plus de capacité locale. Ces prises de position ont accéléré la coopération avec Accra, tout en légitimant une ambition partagée, réorganiser les échanges de manière à ce que la valeur reste, autant que possible, sur le continent. Ainsi, là, de manière révélatrice, de ce corridor n'est pas l'augmentation des flux, mais la transformation de leur nature. Un passage qui devient système, une route qui devient stratégie, une initiative bilatérale qui esquisse une autre manière d'exister économiquement en Afrique de l'Ouest. Au cœur de cette mutation, deux figures de terrain donnent forme à ce qui aurait pu rester une ambition abstraite. Les logisticiens ghanéens qui orchestrent la circulation des marchandises depuis les ports et les transformateurs burkinabés qui adaptent leurs ateliers pour conserver davantage de valeur sur place. Le premier voit chaque convoi comme un test de fluidité. Le second y perçoit une occasion de consolider une industrie encore jeune. Leur expérience croisée révèle ce que les statistiques ne montrent pas. Un apprentissage quotidien, fait d'ajustements, d'imprévus
et de coordination fine entre acteurs de deux pays au rythme économique différent. Dans une petite zone de stockage proche de Tema, un responsable ghanéen raconte comment les équipes ont dû réorganiser les flux pour absorber l'augmentation des produits transformés destinés à Ouagadougou. À plusieurs centaines de kilomètres au nord, un atelier burkinabé a dû adapter ses chaînes pour stabiliser la qualité du coton ou du beurre de karité avant expédition. Ces récits, modestes mais concrets, incarnent la transformation en cours. Ce ne sont plus des opérations isolées, mais les pièces d'un mécanisme régional qui gagne en cohérence. Ce travail conjoint produit déjà des effets perceptibles. Meilleure prévisibilité logistique, réduction des ruptures de charge, montée en compétences techniques. Chaque amélioration locale, même mineure, élargit le corridor économique et renforce sa crédibilité auprès des acteurs professionnels. Et la question sous-jacente s'impose. À mesure que ces pratiques se stabilisent, jusqu'où ce corridor peut-il remodeler l'équilibre économique ouest-africain ? Avant 2024, le corridor Accra-Ouagadougou n'avançait qu'au rythme lent de ses contraintes. Routes fragiles, formalités lourdes, coordination hésitante. Après 2024, la cadence s'est modifiée. Les flux se densifient, les échanges se stabilisent et les deux pays testent une mécanique commerciale plus continue. Cette bascule, simple en apparence, repose sur une chronologie en 3 phases. Une progression en plusieurs étapes, chacune révélant un niveau différent de transformation. À ce stade, le point de départ se situe dans la prise de conscience partagée que le modèle fondé sur l'aide extérieure ne suffit plus. À Accra comme à Ouagadougou, les premiers ajustements apparaissent: rationalisation des flux, priorisation des produits transformés, redéfinition des volumes envoyés ou reçus. Les camions circulent davantage, non par contrainte, mais par anticipation d'un marché plus structuré. Cette phase s'accompagne d'une clarification. Maintenir les ressources sur le continent exige de revaloriser ce qui était jadis exporté brut. Ce mouvement s'étend rapidement, comme un trait continu posé sur une carte où chaque arrêt logistique devient un point d'ancrage. À ce stade, la montée en intensité s'effectue lorsque les deux pays adoptent une logique plus systémique. Les responsables ghanéens synchronisent leurs ports secs avec les zones de stockage intérieures. Les ateliers burkinabés réorganisent leurs lignes de transformation pour mieux gérer les volumes croissants. L'effet le plus visible est la fluidité nouvelle. Moins de ruptures, moins d'attentes, plus de prévisibilité. C'est ici qu'intervient la dynamique la plus structurante. La coopération devient routine et la routine devient capacité. Là où autrefois chaque convoi constituait un pari, il devient l'illustration d'une chaîne coordonnée. La comparaison est frappante. Auparavant, un flux représentait une tentative. Désormais, il représente une continuité. Ce glissement, presque invisible pour l'observateur extérieur, marque pourtant un saut qualitatif dans la manière d'organiser l'espace économique ouest-africain. À ce stade, lorsque les systèmes commencent à fonctionner sans surveillance permanente, les effets secondaires apparaissent. Les entreprises locales s'ajustent, certaines élargissent modestement leur production, d'autres testent de nouveaux partenariats d'approvisionnement. Les transporteurs anticipent mieux les cycles, ce qui réduit les coûts indirects liés aux immobilisations prolongées. Sur le terrain, les équipes opérationnelles observent un phénomène inattendu. À mesure que le corridor gagne en efficacité, les décisions économiques locales s'alignent sur sa logique. Autrement dit, le corridor ne suit plus simplement l'économie, il commence à l'influencer. Cette dynamique produit un glissement culturel subtil. Le partenariat Ghana-Burkina Faso, d'abord perçu comme une nécessité pratique, devient progressivement un cadre mental, une manière de concevoir la distribution, la transformation et la circulation des ressources. Les deux pays se projettent non plus comme dépendants d'un extérieur prescripteur, mais comme pôles capables d'organiser une valeur interne. Cet état d'esprit n'annule ni les risques sécuritaires du Sahel, ni les contraintes techniques, mais il modifie la manière de les appréhender. Ils sont affrontés non comme des fatalités, mais comme des variables à gérer dans une stratégie commune. Dans les zones frontalières autrefois secondaires, des ajustements micro-logistiques témoignent de ce changement. Plus de coordination entre transporteurs, organisation minimale des flux, émergence d'un savoir-faire transfrontalier partagé. Ces mécanismes, encore imparfaits, montrent pourtant une évolution profonde.
le corridor cesse d'être un simple passage et devient une structure capable d'imposer son propre tempo économique. À ce stade, une question demeure ouverte, suspendue à la trajectoire nouvelle. Si un corridor peut transformer un espace économique, que pourrait devenir une région entière lorsque plusieurs corridors adopteront la même logique ? Au départ, les échanges entre le Ghana et le Burkina Faso reposaient sur un volume stable mais limité. Aujourd'hui, le cap des 300 millions de dollars en 2024 marque une progression nette qui révèle la solidification d'un corridor devenu indispensable aux deux économies. Cette hausse ne traduit pas seulement une intensification des flux, mais l'apparition d'un modèle où chaque pays cherche à conserver davantage de valeur sur son territoire, redéfinissant ainsi la logique des échanges régionaux. Ce changement progressif est crucial car il illustre un déplacement du centre de gravité. La croissance ne vient plus d'acteurs extérieurs, mais d'une dynamique interne construite par les deux nations. Le second indicateur marquant concerne la montée des exportations ghanéennes vers le Burkina Faso, avec une progression de 30% sur les produits transformés. Cette augmentation reflète un basculement structurel. Un pays côtier qui investit davantage dans la fabrication voit ses débouchés régionaux s'élargir mécaniquement. Cette évolution indique une nouvelle hiérarchie commerciale dans laquelle les produits à valeur ajoutée circulent plus aisément que les matières brutes, renforçant la stabilité des revenus industriels. Cette progression soutenue confirme également une logique d'apprentissage mutuel, où transporteurs, ports secs et zones de stockage ajustent leurs pratiques afin de répondre à une demande plus régulière. Le troisième indicateur concerne les performances burkinabées, une hausse de 20% du coton et du karité transformés avant exportation. Cette avancée signifie que les ateliers locaux parviennent à capter davantage de valeur grâce à des procédés plus maîtrisés. Elle montre aussi que l'économie burkinabé commence à s'orienter vers l'industrialisation légère, ce qui modifie les délais, les volumes et les normes exigées pour chaque convoi. Ce pourcentage traduit une rupture. Le pays n'est plus uniquement fournisseur de matières premières, mais acteur d'une chaîne de transformation intégrée avec son voisin du Sud. Ces trois données ne fonctionnent pas isolément, elles s'alimentent mutuellement. L'augmentation globale des flux structure la demande, qui elle-même stimule la transformation locale, laquelle renforce à son tour la densité logistique du corridor. Cette boucle vertueuse repose sur un enchaînement précis: stabilisation des volumes, amélioration progressive de la qualité transformée, meilleure organisation des transits et hausse de la confiance des transporteurs dans la continuité des cycles économiques. Du côté ghanéen, la consolidation des infrastructures, ports secs, routes améliorées, entrepôts structurés, crée un environnement où les produits transformés trouvent une rotation plus fluide. Pour le Burkina Faso, les effets se manifestent dans la montée en compétences des petites unités industrielles qui ajustent leur chaîne en fonction de la demande régionale plutôt qu'internationale. Ce double mouvement renforce une réalité essentielle. La valeur produite reste davantage sur le continent et non plus captée par les circuits d'exportation traditionnels vers des marchés lointains. Enfin, ces chiffres montrent une cohérence croissante entre production, transformation et transport. Le corridor n'est plus un simple passage, mais un mécanisme économique où chaque amélioration technique déclenche des effets en cascade sur les prix, les délais et la stabilité des échanges. Dès lors, une interrogation s'impose. Si cette logique se renforce, jusqu'où la région pourra-t-elle s'affranchir des modèles économiques extérieurs ? Deux visions s'opposent aujourd'hui dans l'analyse du corridor Ghana-Burkina Faso. La première, défendue par certains observateurs optimistes, affirme que cette coopération incarne une progression solide vers une souveraineté économique régionale. Selon eux, la montée des produits transformés, l'amélioration des flux logistiques et la coordination accrue entre les deux pays prouvent qu'un modèle réellement endogène peut émerger. Ils soulignent que la dynamique actuelle n'est pas conjoncturelle. Elle résulte d'un choix politique délibéré visant à renforcer la valeur ajoutée locale et à réduire la dépendance extérieure. Pour ces analystes, le corridor fonctionne comme un précédent historique. Un espace où Ghana et Burkina Faso testent une nouvelle capacité à organiser eux-mêmes leurs échanges, leurs priorités et leurs mécanismes de stabilisation. La seconde vision adopte une posture plus prudente.
Ses partisans rappellent que le Sahel reste une zone fragile, marquée par une instabilité qui peut à tout moment perturber les chaînes logistiques. Ils notent également que les infrastructures, bien qu'en progression, demeurent inégales, ce qui pourrait limiter la continuité des flux. D'autres économistes mettent en garde contre une dépendance excessive aux marchés régionaux. Si le commerce intra-africain se développe trop vite sans diversification extérieure, les pays concernés pourraient manquer de résilience face aux variations globales. Pour eux, la coopération Ghana-Burkina Faso constitue un pas important, mais encore vulnérable, car elle doit composer avec des contraintes sécuritaires et structurelles persistantes. Pour départager ces visions, il faut revenir aux éléments tangibles. Augmentation des échanges, frôlant les 300 millions de dollars, progression de 30% des exportations ghanéennes vers le nord et hausse de 20% des produits transformés burkinabés. Ces chiffres n'éliminent pas les risques, mais ils montrent que le modèle produit déjà des résultats mesurables. L'argument le plus solide n'est donc ni l'optimisme absolu, ni le scepticisme strict. C'est la reconnaissance que cette dynamique fonctionne précisément parce qu'elle évolue par ajustements successifs, sans prétendre contourner les limites régionales. Le corridor n'est pas un pari aveugle. Il est une expérimentation méthodique, fondée sur des progrès modestes, mais réels. Une bascule silencieuse apparaît. Au milieu de cette dynamique, un élément moins visible, mais déterminant se révèle. Le corridor n'agit plus seulement comme une infrastructure, mais comme un cadre mental qui reconfigure la manière dont les deux pays imaginent leur avenir économique. Ce glissement intervient lorsque les acteurs locaux, transporteurs, transformateurs, gestionnaires logistiques, commencent à prendre des décisions non pas en fonction de contraintes anciennes, mais selon la logique d'interdépendance désormais installée. Ce midpoint marque un tournant. Ce ne sont plus les volumes qui dictent les pratiques, mais les pratiques qui stabilisent les volumes. Le Ghana calibre ses flux selon les capacités croissantes du Burkina Faso, tandis que les unités burkinabées ajustent leur transformation pour s'harmoniser avec les cycles ghanéens. Dans cette synchronisation nouvelle, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des vecteurs conceptuels. Son insistance sur la valeur interne encourage une lecture plus stratégique du corridor, non plus comme un passage, mais comme un réseau d'apprentissage partagé. Ainsi, au centre du récit, la révélation n'est pas un chiffre, ni une annonce, mais un changement d'orientation. Le corridor commence à produire sa propre logique, capable d'entraîner les acteurs plutôt que de seulement les suivre. Les effets de la coopération Ghana-Burkina Faso ne se lisent plus seulement dans les flux commerciaux. Ils s'enracinent désormais dans 4 sphères distinctes, chacune révélant comment un corridor peut devenir une charpente invisible qui soutient des dynamiques plus vastes que lui. Cette charpente, faite d'habitudes logistiques nouvelles et d'une confiance accrue entre acteurs, redessine les comportements économiques et institutionnels des deux pays. À ce stade, pour les autorités, le corridor devient un outil de pilotage. Le Ghana y trouve une plateforme pour consolider sa stratégie industrielle, tandis que le Burkina Faso s'appuie dessus pour renforcer ses mécanismes internes de transformation. Les administrations, autrefois centrées sur la gestion réactive, adoptent une coordination plus continue, planification des flux, réorganisation des nœuds douaniers, harmonisation progressive des priorités économiques. La présence conceptuelle d'Ibrahim Traoré influence ce niveau. Sa vision de souveraineté oriente la manière dont Ouagadougou articule ses politiques, encourageant une logique d'autonomie plutôt qu'une logique d'ajustement extérieur. Le corridor devient ainsi un outil pour structurer le débat public autour de la valeur interne plutôt que de la dépendance, à ce stade. Dans le secteur privé, l'impact est immédiat. Les transporteurs bénéficient d'une prévisibilité accrue qui réduit les cycles d'immobilisation. Les transformateurs burkinabés stabilisent davantage leur production et les industriels ghanéens trouvent un débouché plus régulier pour leurs biens. Le corridor agit comme une ligne de force. Il attire autour de lui des initiatives, des ajustements techniques, des partenariats naissants. Pour les entreprises, cette structure réduit une part de l'incertitude qui freinait les investissements régionaux. Même sans explosion des volumes, la régularité crée une forme de confiance qui encourage l'expansion graduelle. À ce stade, pour les populations, les effets sont plus diffus mais perceptibles. L'amélioration du flux commercial entraîne davantage d'activités dans les zones proches des axes de transport.
ateliers élargis, emplois logistiques, services autour des points de passage. Au Burkina Faso, les travailleurs engagés dans les petites unités de transformation voient leurs compétences évoluer avec l'exigence croissante de qualité. Au Ghana, la demande accrue de produits transformés renforce certains secteurs industriels et leurs emplois associés. Ce processus montre que la coopération n'est pas un mécanisme lointain. Elle se manifeste dans la paix mensuelle, dans les horaires plus stables, dans l'accès un peu plus régulier à des opportunités économiques locales. À ce stade, à l'échelle régionale, le corridor devient une référence. Les pays voisins observent cette dynamique non comme une exception, mais comme un modèle potentiel de réorganisation économique interne. Le Sahel, malgré ses fragilités, perçoit dans cette coopération un exemple d'intégration par la valeur plutôt que par la dépendance. Le corridor agit ici comme un signal discret mais puissant, rappelant qu'un espace enclavé peut devenir un nœud stratégique lorsque la transformation interne s'intensifie. Ainsi, les effets réels du corridor ne se résument pas à des chiffres, ils dessinent un déplacement des pratiques, des attentes et des représentations. Et face à cette transformation graduelle, une question se pose. Si ces 4 sphères continuent de s'aligner, jusqu'où cette dynamique pourra-t-elle remodeler l'économie ouest-africaine ? À ce stade de maturation, 3 trajectoires plausibles émergent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune révélant une manière différente pour le corridor de consolider ou de fragiliser l'élan actuel. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils exposent les mécanismes qui pourraient l'orienter selon la capacité des 2 pays à maintenir leur coordination et à absorber leurs contraintes. À ce stade, dans cette version, l'allure reste mesurée mais constante. Les flux commerciaux se stabilisent sous une logique déjà installée. Prévisibilité logistique au Ghana, montée graduelle de la transformation au Burkina Faso, coopération administrative relativement fluide. Les équipes opérationnelles s'ajustent, améliorent les cycles, affinent les routines. Les ateliers burkinabés étendent lentement leurs capacités, tandis que les ports secs ghanéens renforcent leur rôle dans le traitement des marchandises. Ce scénario repose sur une dynamique simple. Si les 2 pays maintiennent leur coordination technique minimale, alors le corridor continue de progresser à un rythme maîtrisé, sans rupture ni accélération spectaculaire. La stabilité devient ici un moteur plutôt qu'un frein. À ce stade, dans cette hypothèse, l'interdépendance déjà visible se transforme en véritable levier de croissance. Les pratiques harmonisées deviennent des standards régionaux, inspirant des collaborations transversales avec d'autres pays du Sahel ou du Golfe de Guinée. Le Ghana augmente ses capacités de transformation et étend ses débouchés nord-sud. Le Burkina Faso intensifie la valorisation locale de ces matières. La région perçoit alors le corridor comme un modèle reproductible d'intégration par la valeur. Ce scénario prend forme lorsque la méthode expérimentée sur l'axe Accra-Ouagadougou devient une base pour d'autres corridors. L'impulsion se propage, créant un réseau d'espaces économiques structurés. À ce stade, ici, les limites connues reprennent le dessus. Les contraintes logistiques redeviennent pesantes, la coordination administrative ralentit et les mécanismes d'harmonisation perdent leur cohérence. Les entreprises hésitent à investir, les ateliers réduisent leur cycle, les transporteurs reviennent à une logique opportuniste plutôt qu'à une logique de continuité. L'élan se fragilise. Ce scénario ne traduit pas un effondrement, mais un étirement du processus. La dynamique reste présente, mais sans capacité de transformation durable. Les retards s'accumulent et les ajustements cessent d'avoir un effet cumulatif. Pour comprendre ce que ce corridor change réellement, il faut descendre au niveau de celles et ceux qui vivent à proximité de son rythme. Dans les zones ghanéennes proches des nœuds logistiques, les travailleurs voient leur journée s'organiser différemment. Davantage de rotation, davantage de coordination, davantage de prévisibilité. Cette régularité nouvelle n'est pas spectaculaire, mais elle modifie la perception de l'avenir. Elle donne le sentiment qu'un espace longtemps contraint par l'instabilité peut désormais s'appuyer sur une dynamique plus lisible. Pour les communautés burkinabées situées le long de l'axe nord, les effets prennent une autre forme. Ateliers légèrement plus actifs, compétences plus sollicitées, petits services annexes qui se structurent autour des flux. Ici, l'enjeu n'est pas seulement économique, il est temporel.
Les habitants perçoivent un mouvement qui n'est plus dicté par des acteurs extérieurs, mais par une coopération régionale dont ils ressentent les premiers impacts concrets. Et pour ceux qui observent cette transformation depuis l'extérieur, une impression s'impose. Le corridor n'est pas qu'une route, mais un fil conducteur. Un fil qui relie des pratiques, un fil qui relie des attentes, un fil qui relie des possibilités. Cette anaphore révèle un changement subtil. Les trajectoires individuelles s'alignent progressivement sur une logique collective. Ainsi, l'effet le plus profond n'est peut-être pas économique, mais psychologique. Les citoyens des deux pays découvrent qu'une action régionale cohérente peut réellement modifier la texture de leur quotidien. Ce sentiment, fragile mais réel, prépare le terrain pour des engagements plus larges, qu'il s'agisse de formation, d'initiatives locales ou d'adaptation aux nouveaux circuits économiques. À ce niveau, la question devient intime. Que signifie pour chacun la possibilité d'un avenir construit à partir d'une dynamique régionale plutôt qu'imposée de l'extérieur ? Pour que la dynamique actuelle ne reste pas un élan ponctuel, un cadre d'action clair s'impose. Ce cadre n'a pas vocation à réinventer les structures existantes, mais à solidifier les pratiques déjà observées sur le corridor. Dans cette perspective, 5 étapes constituent une trajectoire réaliste, cohérente et compatible avec la vision d'Ibrahim Traoré. À ce stade, les nœuds de logistique doivent être organisés autour de routines strictes, temps de traitement réduit, circuits définis, coordination immédiate entre transporteurs et douanes. L'objectif est simple, éviter les fluctuations qui fragilisent la prévisibilité. À ce stade, les ateliers burkinabés et les unités ghanéennes doivent synchroniser leur volume, leurs délais et leurs normes. Cette harmonisation crée un rythme partagé, indispensable pour absorber les hausses régulières de flux. À ce stade, les équipes des deux pays doivent disposer d'un apprentissage ajusté aux exigences nouvelles. Gestion des charges, contrôle de qualité, organisation transfrontalière. Une montée en compétences régulières renforce la capacité réelle du corridor à maintenir la continuité. À ce stade, une structure légère, centrée sur les échanges techniques, peut suivre les ajustements, résoudre les frictions et maintenir la cohérence d'ensemble. Ce mécanisme assure que les décisions locales ne se contredisent pas entre Accra et Ouagadougou. À ce stade, dans la lignée de la vision portée par Ibrahim Traoré, chaque amélioration doit viser à conserver un maximum de valeur sur le continent. Cela implique de privilégier les flux transformés, même modestement, afin de renforcer les effets cumulatifs à long terme. Ces 5 étapes ne constituent pas un plan théorique, mais une montée en précision. Elles prolongent la logique déjà à l'œuvre et lui donnent une structure capable de résister aux fluctuations régionales. Dans les ateliers burkinabés évoqués plus tôt, ceux où les travailleurs ajustaient leurs gestes pour stabiliser la transformation du coton ou du karité, une image persiste, celle d'un mouvement discret mais continu, semblable à une lumière qui s'élargit sans bruit. Ce corridor ressemble à cette lumière, non pas éclatante d'un seul coup, mais patient, progressif, structurant. Il avance comme une ligne qui s'épaissit, un fil qui devient corde, une corde qui devient support. Dans cette métamorphose lente mais tangible, Ibrahim Traoré apparaît non comme une figure lointaine, mais comme l'un des repères qui orientent la trajectoire. Sa vision de souveraineté agit comme un point fixe auquel se raccrochent les efforts dispersés du terrain. Tama. La comparaison s'impose, les gestes des ateliers, les rotations des ports, les ajustements des transporteurs forment une trame qui ensemble rappelle la même idée. Une région capable d'apprendre à marcher sur son propre chemin. Et au moment de refermer ce parcours, une conviction douce émerge. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance. C'est elle qui transforme un simple axe en stratégie et une coopération en possibilité durable. Si cette trajectoire vous interpelle, c'est parce qu'elle raconte plus qu'un partenariat. Elle révèle une manière de reconstruire la valeur là où elle naît, en misant sur les forces locales plutôt que sur les dépendances anciennes. Le corridor Ghana-Burkina Faso n'est pas seulement un exemple technique, il devient un symbole d'attachement à une souveraineté construite pas à pas à partir d'initiatives concrètes et de décisions alignées. Dans ce récit, chacun peut trouver une place. Les entrepreneurs y voient un terrain d'opportunité. Les étudiants y trouvent une idée. Celle qu'une région,
peut se transformer par elle-même. Les citoyens y reconnaissent une possibilité de stabilité née d'efforts continus. L'invitation est simple. Observer, partager, questionner. Participer à une conversation qui dépasse les frontières administratives pour s'intéresser à la manière dont une région peut réinventer son avenir. Et peut-être, en suivant ce chemin, contribuer, même modestement, à l'évolution de ces dynamiques qui redéfinissent peu à peu la place de l'Afrique de l'Ouest dans le monde.